ça y est. Ça y est, c'est bon? Ah, C'est en temps réel? Vous êtes sur le sommaire? Oui, non? sommaire. Merci. Donc voilà, avec mon collègue Julien Petit sur le site d'Amiens, on voulait vous, voilà, vous présenter, nous faire un premier bilan des erreurs médicamenteuses. On va rappeler les principes de précaution autour de la préparation de l'administration des médicaments injectables à destination des pompes et les principes de précaution autour des pompes. Et voilà, on vous a fait aussi une slide sur des liens outils utiles pour aller un peu plus loin dans la sensibilisation, mais on ne s'attardera pas dessus. Ce qu'on voulait vraiment, c'est rester sur les checklists. Julien, tu es là? Ah, il y a Julien qui est déconnecté. Je vais démarrer et puis dès qu'il arrive à se reconnecter, on se relaiera. Donc, le recueil des erreurs médicamenteuses, quelques chiffres, comme l'expliquait en fait Isabelle en préambule, c'est basé sur une méthode du volontariat, de déclaration volontaire des établissements de leurs erreurs médicamenteuses et de leurs presque erreurs. En 2018, on a eu 2654 déclarations envoyées sur le Médit, 1884 en 2019. Et parmi ces erreurs médicamenteuses impliquant une erreur de programmation, 77 concernaient en fait une erreur de programmation, dont 38 concernaient en fait le HAD. Parmi les facteurs contributifs retrouvés en Hauts-de-France et favorisant l'erreur de programmation déclarée, on retrouve la notion de nouvel arrivant avec la notion d'étudiant, la notion de remplacement, de nouvelle arrivée dans le service, la notion de transfert patient, tout ce qui est autour de la prescription, donc des prescriptions illisibles ou une absence de support unique de prescription administration, pas de protocolisation, notamment sur les SAP, dans le logiciel dédié de prescription, un défaut de connaissance du médicament, une absence de formation au matériel de l'infirmière, la notion également d'infirmière qui administre qui est différente de celle qui prépare, et un défaut de double vérification dans la partie en fait vérification de la programmation. Parmi, donc dans ce recueil des erreurs médicamenteuses, les médicaments qui sont concernés par les erreurs de programmation, en fait, concernent une petite dizaine de médicaments, dont la majorité sont classés médicaments à risque. Alors ça surprendra personne, mais les deux produits les plus impliqués restent en fait la classe des morphiniques, avec la morphine et l'oxycodone, avec 29 erreurs médicamenteuses déclarées pour ce qui concerne la classe des morphiniques, suivi en fait du midazolam, puis ensuite les antibiotiques, les anticoagulants, mais principalement en fait des héparines, et quelques anticancéreux, alors pas forcément identifiés. Là, c'est vrai qu'on avait eu une notion de 5FU également, nous, de notre côté, et après 2 chimios, mais sur lesquels on n'avait pas eu de déclaration en fait du nom du produit exact impliqué. Le moment de détection de l'erreur, alors c'est assez flagrant, mais c'est vrai que ça concerne quand même pour plus de 2/3 le moment après l'administration. Et si on ajoute en fait la notion des 24% de détection pendant l'administration, vous voyez un peu là, on est quand même sur du 90%. On est en pleine administration quand en fait on survient l'erreur, quand on se rend compte de l'erreur. Julien, s'il était connecté, tu veux prendre la suite ? On voulait vous faire un rappel en fait sur les Never Events. Rapport au fait qu'en fait, voilà, parmi ces erreurs médicamenteuses impliquées, on se retrouvait effectivement, encore plus dans le contexte de l'événement indésirable qui nous rappelle aujourd'hui, sur un Never Events qui concerne une erreur
une erreur de programmation des dispositifs d'administration. Donc les Never Events, c'est quoi? Ce sont ces événements indésirables graves évitables qui n'auraient pas dû survenir si des mesures de prévention avaient été mises en œuvre. Donc on vous a remis le lien vers le site ANSM ainsi que la circulaire du 14 février 2012 qui définit cette liste des 12 événements qui ne devraient jamais arriver. Et on voulait refaire un focus sur l'affiche en fait, de Mehdi de Pays de Loire qui résume bien en fait, les 12 Never Events. Alors, bon, une des plus connues, c'est celle sur l'administration du chlorure de potassium injectable, effectivement. Là, sur le contexte en fait, qui nous réunit aujourd'hui, on est sur deux types de Never Events. On est sur une erreur de programmation en fait, des dispositifs d'administration, avec le fait qu'on ait un problème voilà, lié à une toxicité ou une inefficacité. Là, on est plus sur de la toxicité avec un problème lié à la prescription de débit horaire. Et on va insister sur le fait que ce Never Events, en fait, c'est celui qui est le second, en fait, déclaré par sa fréquence en région Hauts-de-France. C'est vraiment celui qu'on retrouve le plus en Hauts-de-France. Et le second Never Events, en fait, impliqué dans cette EIG, c'est l'erreur de préparation injectable avec un mode de préparation à risque, avec voilà, les recommandations autour de ces évitements possibles. Ne pas oublier de faire une prescription avec un nom et un volume de diluant et une durée d'administration. Faire bien attention à la voie d'administration et focus sur le double contrôle, notamment double contrôle au moment des calculs de dose, au moment de la préparation en soi des injectables, d'autant plus quand il s'agit en fait d'un mode de préparation à risque ou un médicament à risque. Donc respect des règles d'hygiène, respect de la règle quand c'est possible, donc je prépare, j'administre, et un certain nombre de points, voilà, vérification autour de la reconstitution, vérification autour des données de stabilité sur les solvants et les concentrations. Je ne sais pas si mon collègue est arrivé. Si, tu prends le relais? On reprend sur la checklist, je suis désolé, quand tu as partagé le document, j'ai été éjecté. Donc, désolé, continue, puis je reprendrai les checklists de présentation. D'accord ? Ouais. Désolé pour ça. Donc, sur la partie des risques liés à la perfusion, donc là, on a trouvé cette affiche de sensibilisation des professionnels de santé réalisée par nos collègues de Mehdi Pays de Loire particulièrement intéressante parce qu'elle représentait vraiment ce qu'on retrouvait dans les erreurs médicamenteuses, hein, à savoir la notion qu'une perfusion sur 10 représente un risque d'erreur médicamenteuse, que 35% de ces erreurs concernent une erreur de concentration, que des erreurs de programmation, notamment de débit, peuvent être fatales, hein. C'est pour ça qu'il est recommandé dans certaines situations d'éviter des prescriptions avec des virgules. Et l'absence de double vérification au moment de l'étape de programmation fait partie des facteurs contributifs au niveau des erreurs de programmation. L'erreur de montage également qui peut avoir des conséquences graves. Donc là, c'était sur le positionnement en fait, de la valve anti-retour qui était mal positionnée. Des erreurs de débit qui représentent plus de 2/3 des erreurs médicamenteuses, hein. Donc la programmation en elle-même, c'est un rappel, mais c'est un acte à risque. On doit vérifier le débit, la concentration, les doses maximales, les doses de charge. Et 15% des médicaments administrés ensemble sont incompatibles. Et bien sûr, plus d'un quart des erreurs qui sont liées aux médicaments sont dues à une mauvaise utilisation des dispositifs médicaux. C'est pas dû en fait à la pompe en soi. Et pour ce faire, un rappel, celui de la règle des 5B. Donc c'est vrai qu'on parle très très régulièrement. Je pense qu'il faut y revenir à ces principes de base. Les 5B avec l'utilisation à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse du patient. Donc le premier B pour le bon patient, s'assurer l'identité du patient à toutes les étapes de la PECM. Le bon médicament pour la vérification entre la concordance de la spécialité prescrite à préparer et à administrer. La bonne dose et le bon calcul de dose, surtout lorsqu'il s'agit d'un médicament à risque ou d'une préparation injectable qui va nécessiter un dispositif de programmation. La bonne voie, donc on vérifie la cohérence entre la voie, les modalités d'administration, le médicament et l'état clinique du patient, et on s'assure de la compatibilité du matériel ou du système d'administration.
et le bon moment. On vérifie l'heure et le rythme d'administration du traitement. Alors, pour ce faire, on a voulu en fait vous proposer, avec les différents membres du REVA, des checklists autour de ce thème qui était la programmation de la pompe et la préparation du médicament injectable à destination de la pompe. Donc, on en a préparé et on les met à disposition et on les mettra à disposition sur nos différents sites. Donc 4 checklists autour du bon usage des pompes. Donc vous en trouverez une première sur les recommandations générales sur les pompes, qui concerne plutôt l'établissement de manière générale. Une checklist sur la partie préparation administration d'un médicament injectable. Checklist autour de la vérification de la pompe et autour de la programmation de la pompe. Je vais juste changer entre guillemets de visu pour vous permettre de voir un petit peu mieux, si j'y arrive. Excusez-moi, parce que là j'ai pas de visibilité avec le. Oups. Désolée. Voilà. Alors j'espère que je vais réussir à partager la checklist en soi. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Excusez-moi, c'est les joies des. Hop. Est-ce que là, ça va? Ce que vous voyez à l'écran, la checklist bon usage des pompes, parce que je suis un peu en aveugle là. C'est bon. C'est bon? Je vais essayer de grossir pour essayer de voir un petit peu mieux. Là, ça va mieux? Oui, parfait. Julien, je te laisse dérouler? Oui, donc la première checklist, comme tu l'as très bien dit, c'est sur le bon usage des recommandations par rapport au bon usage des pompes. Ça va être des recommandations, des mesures barrières lesquelles on a parlé, que ce soit Christophe de Cohen, l'ensemble des intervenants. Dans un premier temps, c'est déjà uniformiser autant que possible le parc des pompes, rationaliser le nombre de références, que les professionnels puissent connaître les pompes présentes référencées dans l'établissement. Il y a une deuxième étape, c'est assurer la maintenance de ce parc dans le respect des préconisations du fabricant. S'assurer de la disponibilité, de la compatibilité des consommables qui sont liés. Alors, il y a aussi une autre étape qui est importante aussi, c'est mettre à disposition des professionnels tout ce qui est information. Bien évidemment, ça peut être les instructions, la notice, mais ce qui est encore mieux, c'est des choses, je veux dire, plus personnalisées, plus concises, dans le cadre d'instructions, de guides pratiques qui peuvent être mis à disposition des professionnels pour cette utilisation. Et après, il y a tout le volet formation. S'assurer de la formation du personnel, notamment tout ce qui est nouveaux arrivants. Cynthia vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup en fait d'erreurs. Le facteur attributif, c'est les nouveaux arrivants, des intérimaires, des remplaçants. Donc s'assurer que tout le personnel soit bien formé à l'utilisation des dispositifs. Pour cela, c'est évaluer régulièrement également pour voir si c'est bien appliqué. On évalue régulièrement les connaissances des professionnels. Et la dernière étape, c'est tout ce qui est erreurs médicamenteuses, aussi bien au niveau de la déclaration, donc c'est sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration des erreurs médicamenteuses, et puis bien évidemment analyser ces erreurs médicamenteuses et les partager en retour d'expérience auprès des professionnels. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une première checklist qu'on vous propose avec les prérequis, les mesures barrières au niveau du bon usage des pompes. Alors, la deuxième checklist qu'on vous propose, c'est la checklist préparation administration d'un médicament injectable, avec le prérequis, celui de s'assurer de disposer d'une prescription comprenant tous les éléments nécessaires à la préparation. Donc, on doit retrouver la notion du produit, spécialité et ou DCI, ainsi que son solvant de dilution, la dose et le volume à perfuser, le temps de perfusion et l'heure de début de perfusion, le mode de perfusion, la voie d'abord et la fréquence. Et la notion, vraiment, on a voulu insister, je reviens vers le prescripteur si ma prescription n'est pas claire, si elle n'est pas assez détaillée, pour que je puisse vraiment bien appréhender la préparation de mon médicament injectable. Donc, lorsque je prépare, je ne suis pas dérangée ni interrompue. Donc, je prépare dans une salle au calme, au plus près de l'administration. Et tant que faire se peut, je me consacre uniquement à cette tâche. Parce que c'est là où il va falloir effectivement faire attention à ces calculs, avoir des contrôles en fait de cohérence, avoir une ordre d'idée
la grandeur en fait, du résultat, ma quantité d'ampoules nécessaires, les volumes attendus. Et vraiment, voilà, pas hésiter lorsque je vais devoir préparer en fait ce médicament injectable à utiliser la calculatrice, à faire contrôler ses calculs par un collègue, ne pas hésiter à réfléchir à voix haute. Donc je prépare, je ne suis pas dérangée ni interrompue. Je prépare, je vérifie. Je vais vérifier la conformité de mes produits par rapport à la prescription et au plan d'administration. Je recense mes spécialités et leur quantité, le matériel correspondant nécessaire à ma préparation. Je réalise ma préparation au plus près de l'administration et bien sûr, je vérifie la compatibilité de mes spécialités avec mes solvants et mon matériel. Lorsque j'ai préparé, j'étiquette. Donc là, on vous a refait un focus sur l'étiquette HAS qui doit comporter le nom, l'identité du patient, le traitement avec son dosage, dilution, voie, heure de début, heure de fin, le débit et l'identification de la personne ayant préparé en fait, le médicament à destination de la perfusion. Lorsque j'ai préparé, je contrôle et donc je demande à un tiers de me contrôler, notamment dans le cadre d'une préparation d'un médicament à risque. Et je m'assure de mon contrôle ultime, c'est-à-dire de ma concordance, concordance des 3 P, donc mon patient avec mon produit et ma prescription. Et en cas de doute, je n'administre pas. J'administre, donc je trace l'administration et le nom de la personne ayant réalisé le double contrôle en temps réel dans le dossier du patient. Ensuite, on a réalisé en fait des checklists proprement parlées autour de la pompe. Voilà, donc j'ai préparé, je vais administrer. Quels sont les attendus autour de la vérification de la pompe? Donc, dans cette vérification de la pompe, la première étape, la compatibilité. Je connais bien le matériel et tout ce qui est tubulure et cathéter, tout ce qui est consommable, je vérifie que c'est bien compatible. J'ai à disposition des informations. Donc, une notice où on avait dit, en tout cas, des informations pour l'utilisation de cette pompe. Et si elles sont plus simplifiées, c'est quand même mieux et plus facile pour le professionnel. Au niveau du matériel, je vérifie systématiquement le bon état général de ce matériel, sa propreté, tout ce qui est branchement, la présence aussi de piles. Et bien évidemment, le fonctionnement des mesures barrières qui sont les alarmes sonores et visuelles. Et puis, mon montage, est-ce qu'il est correct, le montage correct des lignes de perfusion. Au niveau de la programmation et du montage, donc, il y a une vérification, je réalise une double vérification systématique au moment d'administration, lors de chaque changement d'équipe. Et bien évidemment, soit c'est notre IDE qui me contrôle, ou soit cet autocontrôle, je le fais à voix haute. Il n'y a pas de personnes qui peuvent me contrôler cette préparation, cette programmation. Et la dernière étape, c'est la décontamination après l'utilisation de ce dispositif. Donc voilà, c'est vraiment une checklist propre à la pompe en elle-même, au matériel en elle-même. Et sur la checklist liée à la programmation de la pompe, donc on voulait faire des rappels autour de la programmation. On va se retrouver avec des pompes à programmation autour du débit. Donc je programme les paramètres du débit de perfusion, donc la distinction entre le débit massique. C'est souvent là où en fait on retrouve des erreurs de programmation avec la confusion entre ma quantité par temps et mon volume par temps. Donc débit massique, quantité temps, c'est-à-dire milligrammes par heure ou milligrammes par kilo par heure, versus la programmation par débit volumique, c'est-à-dire un volume dans un temps donné, millilitres par minute. Je vais programmer mon volume ou ma dose, donc je programme le volume à perfuser sur une période donnée, par exemple 500 ml en 8 heures, ou je programme la dose à administrer sur une période donnée, par exemple 250 mg en 24 heures. Je compare. Donc, je compare les valeurs affichées avec celles que j'ai calculées, et s'il y a une différence, je ne démarre pas ma perfusion. Et je contrôle régulièrement le bon déroulement de ma perfusion, je vais contrôler l'absence d'alarme, et je vais contrôler également mes paramètres en cours de perfusion, notamment mon volume cumulé perfusé, ou mon temps restant à perfuser, mon volume restant à perfuser. Je vais essayer de revenir sur la présentation. Alors, on voulait insister, c'est vrai, on insiste sur la notion de double vérification. La notion de double vérification, pour nous, elle s'entend entre guillemets pour la HAS vraiment sur des points clés. C'est vraiment à des étapes
clés du calcul de dose et c'est à des étapes clés de contre-vérification au moment en fait de la programmation. Donc c'est des contre-vérifications également de concordance patient, médicament, horaire, voie, pompe. La double vérification, elle n'a pas vocation entre guillemets à se reposer sur le second professionnel. C'est pas un moyen non plus de se déresponsabiliser, c'est pas un moyen entre guillemets de se dire bon bah ça y est j'en ai un deuxième donc voilà je suis en sécurité. Non, vraiment, là, ce qu'il faut, c'est institutionnellement, en fait, décider où on veut mettre la double vérification. Et c'est vrai que, bon, on insiste plutôt sur une double vérification lorsqu'on est sur des étapes ou des médicaments à risque. Donc là, quand on a une étape de programmation avec une pompe plus un médicament à risque, comme peuvent être les morphéniques, le midazolam, ou lorsqu'on est sur des secteurs plus à risque comme la néonate, la pédiatrie, la réa, ou les secteurs que l'établissement va identifier comme étant à risque parce qu'il a de sa propre expérience également eu voilà, des étapes, des soucis avec ces programmations. C'est là en fait vraiment qu'il faut articuler ces étapes de double vérification. Le but n'est pas du tout d'aller mettre de la double vérification partout et qu'en fait ce process ne serve plus à rien et que ça devienne en fait quelque chose qui est complètement routinier et qui ne servirait plus. Justement, pour rebondir aussi sur cette double vérification et aussi, comme tu l'as pu voir et le présenter, alors je n'étais pas là, je m'en excuse, c'est la prévalence aussi de ces situations en HAD. On a bien vu dans la présentation au début qu'il y avait quasiment la moitié en fait, des déclarations qui nous étaient remontées qui étaient en HAD. C'est important peut-être de prévoir, et c'est déjà le cas dans certains HAD, des systèmes de double contrôle avec le biais de photos, on sait que ça se fait déjà comme ça, avec tout ce qui est technologie de l'information, parce qu'il n'y a pas de professionnel tout le temps à domicile. Et la déclaration de l'erreur, elle peut se faire de façon plus tardive, parce qu'on n'est pas dans une cas d'une hospitalisation conventionnelle. Et l'erreur, une fois qu'elle est partie, le professionnel, une fois que le temps de surveillance est fini, on ne peut pas la détecter. Donc, à mon avis, il y a vraiment un focus à faire sur l'HAD par rapport au nombre de déclarations qui sont faites dans la région et par rapport, j'allais dire, aux mesures barrières qui sont difficiles à mettre en place. Alors, je sais, par contre, ça va, vous voyez l'écran encore ou pas? J'ai essayé de changer, mais je ne vous vois plus. C'est bon? C'est un petit, c'est pas un grand. Ah, pardon. Je vais essayer de... Ah, pardon. Donc, pour aller plus loin, on vous a fait... Bon, on va pas insister sur l'ensemble des outils, mais par contre, on voulait vous présenter quand même des liens outils utiles. Alors, parmi ceux-là, des outils mis en commun par le réseau des Omédites, donc le réseau Médite, vous allez trouver des fiches, des affiches de sensibilisation, des grilles d'auto-évaluation, des e-learning. Et on voulait faire un focus avec vous parce qu'en fait, c'est vrai que ça s'était parfaitement coordonné avec la journée régionale de matériaux-vigilance, car on a été sollicité par l'HAS sur la relecture et la mise en commun en fait, d'outils sur ce flash sécurité patient, dispositifs médicaux, bien s'en servir pour éviter le pire. Ça peut aussi vous arriver. Et les événements faisant, il s'avère que le premier événement qui est décrit dans ce flash sécurité, c'était effectivement une intoxication en fluorouracile qui a entraîné un transfert du patient en hémodialyse. Alors les flashs sécurité patient, on en est à peu près au 5e. La HS a relancé ses programmes de sensibilisation en faisant des études en fait des EUIG et une analyse en fait des causes profondes, des barrières et voilà ce qui aurait pu être mis en place et les recommandations qui peuvent être mises pour éviter que l'événement resurvienne. Et donc pour que cela ne se reproduise pas, ils ont analysé à peu près 250 erreurs médicamenteuses et comme Daniela vous le disiez également en préambule, 25% d'entre elles sont liées à une mauvaise utilisation des dispositifs médicaux couplés au fait que 60% de ces EIG et de ces erreurs médicamenteuses concernent des médicaments qui vont appartenir en fait à la liste des Never Events, donc c'est-à-dire participant en fait aux listes des médicaments en risque ou aux situations de Never Events. Et à la fin de ce flash sécurité, donc sur la présentation qui vous sera donnée, on vous a fait le lien en fait vers la page dédiée HAS et l'ensemble en fait des flashs sécurité patients
Il y a un prochain flash sécurité qui devrait théoriquement arriver d'ici fin décembre sur le calcul de dose. Il a été mis en relecture là, il y a une petite quinzaine de jours et on attend incessamment sous peu ce flash sécurité sur le calcul de dose. Et donc derrière, on vous a laissé l'ensemble des liens utiles sur... Alors, je ne sais pas si ça déroule, je suis désolée, je pense que j'ai eu un petit décalage. Hop. Donc je vais essayer de le refaire réapparaître. J'espère que ça passe. Voilà. On vous a relisté en fait l'ensemble des liens utiles qui ont permis d'alimenter la bibliographie, entre autres de ce FSP, avec des webinaires, des affichettes sur les BABA de la PCA, les BABA en fait des calculs de dose, des explicatifs sur ce qui est, voilà, comment on peut recalculer avec des exemples simples, concentration, vitesse, perfusion. Un lien aussi vers le Serious Game de l'Ométide PACA Corse pour essayer d'apprendre à faire correctement un calcul de dose pour une perfusion, une seringue électrique ou un pouce seringue. Et puis je vous invite à regarder les différents liens vers les e-learning de l'Omédite Centre qui vous sont ici présentés. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, pour répondre aux questions où on peut trouver ces checklists, donc je pourrais vous proposer, si vous êtes d'accord, de vous les envoyer par email avec les attestations de présence, les liens pour la vidéo des journées et les présentations. Voilà, et puis elles seront accessibles sur notre site internet qui va sortir d'ici janvier. Et nous, voilà. on les positionnera également sur le site de l'Emedit dans la partie boîte à outils, mais on voulait en faire un explicatif lors de ces journées. On laisse la parole à Monsieur Ancelin, c'est ça?